On va commencer pour notre troisième mercredi de la CPTS. Vous m'entendez bien, je suppose. Merci d'éteindre les micros pour pas que ça fasse un effet Larsen. On enregistre la présentation donc déjà je remercie Elodie d'avoir accepté de proposer cette formation. Donc nous, alors là, je vais parler en tant que médecin généraliste, ce sont des sujets qu'on voit souvent. On a beaucoup besoin. On a une demande au niveau des patients, on a une demande au niveau de l'équipe infirmière aussi, parce que souvent, euh, les patients à domicile sont vus par nos collègues infirmiers et la demande de prise en charge de la douleur est très fréquente. Donc, on s'est dit, on va peut-être faire le point, sachant que au niveau des actualités, à partir du 1er décembre, il y a certains médicaments qui vont passer sur ordonnance sécurisée, notamment le tramadol et la codéine. Donc, on s'est dit, hein, on va faire une petite piqûre de rappel pour tout ce traitement. Donc, je laisse la parole à Elodie qui va se présenter et que je remercie encore de nous avoir proposé cette formation. Avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir convié. Moi, je suis de formation anesthésiste réanimateur et je travaille en douleur chronique depuis 3 ans au CH de Dax et je suis donc maintenant algologue. Là, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment la douleur aiguë et chronique non cancéreuse. Tout ce que je vous dis, vous oubliez pour le cancer, ce n'est pas valable. Je vais vous dire déjà quelques mots sur la douleur et puis après, je vous présenterai une fiche opioïde qu'on a réalisée au CH de Dax suite aux recommandations de l'HAS de 2024. Alors, juste quelques mots sur la douleur. Alors, il manque la moitié. Déjà, la douleur, on a une définition qui est une définition officielle de l'OMS, qui est une expérience sensorielle et émotionnelle. Et pourquoi on dit ça? C'est que la douleur, c'est pas du tout une information. La douleur, c'est aussi des émotions. Et en fait, c'est très concret, c'est que le circuit de la douleur, il passe dans le cerveau par l'aire des émotions avant d'arriver sur l'aire sensitive et de rapporter l'information douleur. Ce qui fait que quand vous tombez, par exemple, vous tombez, vous faites une croûte sur les genoux, si vous vous dites pendant cet accident, oh là là, c'est une catastrophe, je ne vais plus pouvoir travailler, je vais être en arrêt, c'est vraiment catastrophique, toutes les émotions, elles vont interagir avec le circuit de la douleur et elles vont renforcer le signal douleur. Donc c'est jamais anodin, les émotions font partie intégrante de cette douleur. Et puis, donc c'est désagréable par définition, et c'est associé soit à une lésion tissulaire réelle, soit potentielle, soit décrite en ces termes. Tout ça, ça veut dire que on peut avoir une douleur avec une imagerie tout à fait normale. D'ailleurs, quand vous regardez les douleurs du rachis, vous avez des douleurs du rachis pour 50% des patients qui ont des IRM complètement normales. Donc, il faut garder en tête que la plupart, on n'a aucun élément radiologique ou d'imagerie qui permet de démontrer une douleur et qu'il faut croire les patients. L'électromyogramme, il va par exemple analyser les grosses et les moyennes fibres, mais pas les petites fibres qui sont les fibres de la douleur. L'IRM, elle peut voir des lésions, mais elle verra pas, par exemple, une lésion neuropathique sur un petit nerf. Elle pourra pas le déceler. Donc, il faut croire les patients quand ils ont mal, quand ils l'expriment, parce que c'est notre seul élément objectivable. Et dites-vous toujours que quand quelqu'un vous dit que, il a faim, vous le remettez jamais en question. Il a faim, d'accord, c'est quelqu'un qui a faim. En revanche, quand quelqu'un vous dit j'ai mal, il y a une petite voix dans notre tête qui nous dit est-ce que vraiment il a mal? Est-ce que c'est pas un peu dans sa tête? Ben, en fait, c'est jamais dans sa tête et ce discours, il est catastrophique pour les patients qui ont déjà des douleurs, mais qui ont en plus la double peine de ne pas être reconnus. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment très important, c'est que une douleur, on la croit toujours. Elle est là. Le deuxième point, c'est que la pire des douleurs, c'est la sienne. La différence entre la douleur aiguë et la douleur chronique, c'est simplement la durée. C'est plus de 3 mois pour une douleur chronique. Et ensuite, juste la petite notion que je voudrais introduire, c'est qu'il y a 3 types de douleurs. Et c'est très important de savoir identifier ces 3 types de douleurs différentes parce qu'elles conduisent à des traitements différents. Donc, vous avez la douleur nociceptive, c'est la douleur classique, c'est l'arthrose, c'est l'arthrite, c'est la fracture, c'est la plaie. Tout ça, c'est regroupé dans les douleurs nociceptives. Après, vous avez des douleurs un peu particulières que vous connaissez, ce sont les douleurs neuropathiques. Alors, les douleurs neuropathiques, les mots-clés, c'est des décharges électriques,
des brûlures, des picotements, des fourmillements dans un territoire nerveux. Euh, et ça, c'est des douleurs neuropathiques. Et vous savez qu'on a un score qui est le score DN4 pour les identifier. Il est accessible partout et ça peut être un bon indicateur pour aller identifier ces douleurs neuropathiques parce qu'elles vont avoir des traitements très spécifiques et pour le coup, on a des traitements qui peuvent fonctionner même en douleur chronique, ce qui n'est pas toujours le cas. Et enfin, il y a une catégorie de douleurs, c'est là où souvent les patients s'entendent dire que les douleurs, c'est dans la tête, c'est les douleurs nociplastiques. Donc, ça s'appelle en fait plus globalement de l'hypersensibilité centrale. C'est un peu comme si le seuil de la douleur, hein, normal, il est là, et en fait, avec une douleur nociplastique, le seuil de douleur est très abaissé. Donc, souvent, c'est des douleurs diffuses, mal systématisées, avec des composantes neuropathiques, des composantes nociceptives. Ça fait un peu tout. Ça fait des décharges, des crampes, des engourdissements, des picotements, des fourmillements. Vous avez vraiment de tout. Quand c'est très polymorphe comme ça, c'est souvent nociplastique. Pensez au Covid long, c'est des douleurs nociplastiques. Pensez aux fibromyalgiques, pensez au syndrome de l'intestin irritable, aux douleurs pelvie-périnéales chroniques. Tout ça, c'est du nociplastique. Euh, c'est un défaut dans le circuit de la douleur. Donc, vous allez jamais, toutes les imageries reviendront toujours normales parce que ça se situe pas à ce niveau-là. Donc, on peut se dire effectivement que c'est dans la tête puisque ça se joue au niveau du cerveau et des circuits qui composent la douleur, mais ce n'est pas psychologique. Alors, plus concrètement, moi, ce que je voudrais, c'est vous parler donc de cette fiche opioïde, parce que finalement, on ne connaît pas très bien les opioïdes. Et la première chose que je voudrais donc vous dire, c'est que cette fiche, elle est issue des recommandations de l'HAS du 10 mars 2024. Et la fiche, elle a été validée par le CLUD récemment. Déjà, c'est pour vous expliquer que les opioïdes, avant, on parlait d'opioïdes dits forts et opioïdes dits faibles. Vous vous souvenez, les opioïdes faibles, on parlait du tramadol, on parlait de la codéine, on parlait de l'opium. Maintenant, un opioïde, c'est un opioïde. On abandonne cette nomenclature. Et donc là, je vous ai mis la liste de tous les opioïdes, enfin d'une grande partie. Donc, il y a le tramadol, codéine, opium, morphine, oxycodone, fentanyl, subutex, méthadone, héroïne. Tout ça, ce sont des opioïdes. Et pourquoi on ne fait plus de distinction? Parce qu'on s'est aperçu, par exemple, que le tramadol générait autant de risques de mésusage et de surdosage, impliquant une surmortalité en France. Et c'est pour ça que prochainement, vous allez devoir les prescrire euh, sur des ordonnances sécurisées. Alors, il y a des trucs super banals, donc je passe vite. Vous savez que les opioïdes, il faut les titrer et réévaluer régulièrement, qu'il y a un risque de détresse respiratoire qui est accru quand on va associer certains traitements comme les benzodiazépines, et pourtant on fait ça super fréquemment. Le patient qui a son petit Lexomil ou Xanax ce soir, plus un peu de morphine, ben, il faut éviter au maximum de coprescrire les deux. En tout cas, sinon, il faut bien surveiller, surtout les personnes âgées. On fait pareil attention pour les opioïdes plus gabapentinoïdes. Je vous rappelle, c'est Neurontin, Lyrica. Et jamais, au grand jamais, on prescrit deux opioïdes différents. Tramadol, morphine, c'est interdit. Tramadol, oxynorme aussi. Codéine, opium, tout ça, on fait pas. Un seul opioïde. Avant d'introduire et après l'introduction, on vérifiera le risque de mésusage et on va utiliser les échelles ORT et POMI. Et ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et je vous rappelle que en cas d'insuffisance rénale, il faut éviter les formes à libération prolongée, sauf le fentanyl. Parce que le fentanyl, bon, qui a plutôt sa place en cancéro, il n'a pas de résidu qui est toxique et qui s'accumule via le rein. Alors, là, je vous parle de la douleur aiguë et après, je vous parlerai de la douleur chronique. D'accord? Donc, il y a une diapo sur la douleur aiguë, je vous rappelle, non cancéreux. L'introduction des opioïdes, on a tous appris, c'est quand on a une douleur aiguë sévère. OK? Je vous annonce tout de suite la contre-indication. On ne donne jamais, jamais d'opioïdes pour des céphalées ou des migraines. Voilà, c'est dit, que ce soit douleur aiguë, douleur chronique, on n'en donne jamais. Donc, on va plutôt le donner quand on a des douleurs aiguës sévères. Et sévère, ça veut dire EN supérieur à 6. OK? Pour toutes les douleurs, en première intention, sauf quelques pathologies pour lesquelles on a le droit de donner des opioïdes, mais on se le garde en seconde intention après avoir essayé les autres traitements.
Il s'agit des douleurs dentaires, des lombalgies aiguës, des traumas simples du rachis et dysto des membres et des coliques néphrétiques. Les coliques néphrétiques, vous savez que les patients ils passent d'une douleur épouvantable à plus de douleur avec un AINS. Si jamais votre patient il a très mal, mais enfin moyennement mal, par exemple il a une ENA 5 ou une ENA 6, vous avez le droit de lui donner des opioïdes si tous les traitements palier 1 et palier 2, même si on parle plus de palier maintenant, mais en tout cas les paliers 1 et palier 2 n'ont pas été efficaces. Comment vous allez prescrire? Là, c'est plutôt pour l'hôpital. Ce qu'il faut retenir, c'est que à l'hôpital, on va prescrire la plus faible durée possible. Et notamment, ce qui est préconisé pour les urgences, c'est une forme à libération immédiate et pour une durée inférieure à 3 jours. Ça veut dire que le médecin généraliste doit réévaluer très rapidement après le passage aux urgences. Pour le post-op, ça va être 15 jours. Et puis après, dans les services, ça va être 7 jours. Mais globalement, ça veut dire que le médecin généraliste a une place vraiment centrale dans la réévaluation de la prescription de ces opioïdes. Donc on a fini pour la douleur aiguë, on passe pour la douleur chronique non cancéreuse. La douleur chronique, donc je vous rappelle, c'est une douleur qui dure depuis plus de 3 mois. C'est pas du tout comme la douleur aiguë. Globalement, il faut éviter de prescrire des opioïdes, c'est ça qu'il faut retenir, parce que pour 10 à 20% des patients, les douleurs vont s'aggraver sous opioïdes. Parce qu'au bout d'un moment, ça crée une hypersensibilité centrale, des mécanismes d'hyperalgésie. Donc, on n'est pas non plus, ça, c'est pas rédhibitoire. Les études sont très ambivalentes sur l'efficacité de des opioïdes dans la douleur chronique. Ce qu'il faut retenir, c'est que, il va falloir vraiment réévaluer régulièrement. Si le patient s'améliore franchement au bout d'un mois, vous poursuivez. Si ça s'améliore pas au bout d'un mois, vous arrêtez. Les contre-indications, vous avez toutes les douleurs nociplastiques. Vous vous souvenez, douleurs nociceptives, douleurs neuropathiques, douleurs nociplastiques, toutes les douleurs nociplastiques, fibromyalgie, douleurs diffuses, douleurs pelviennes chroniques, tout ça, c'est complètement contre-indiqué parce que ça aggrave les douleurs à terme. Les patients, il y en a pas mal qui veulent en prendre, mais pas pour les bonnes raisons. C'est parce qu'en plus, ça génère de l'anxiolyse, ça les apaise, peut-être parfois ça améliore leur sommeil, mais c'est un mésusage. Pour la douleur, c'est pas efficace et ça aggrave. Et je vous ai rajouté, sauf le tramadol, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, c'est le seul opioïde qu'on a le droit de donner pour ces patients-là. On a dit les céphalées, on avait déjà vu complètement contre-indiquées. Et les douleurs musculo-squelettiques, en général, un patient qui a une entorse, qui a une algodystrophie, eh ben c'est pareil, on va pas lui donner d'opioïdes. Donc, dans quel cas on peut donner des opioïdes dans la douleur chronique? Ben, dans les lombalgies, lomboradiculalgies chroniques, ça on peut. Dans l'arthrose et dans les douleurs neuropathiques. Et vous gardez en tête ce chiffre de 120 mg, c'est maximum 120 mg équivalent morphine orale. Je vous rappelle que par exemple l'oxynorme, 1 mg d'oxynorme, c'est 2 mg d'équivalent morphine orale. Donc si vous avez besoin de plus de 120 mg, il faut adresser soit un addictologue, soit un algologue, soit au rhumato. Adressez plutôt à l'addictologue qu'à l'algologue, parce que je les adresse moi-même à l'addictologue quand ils ont trop d'opioïdes. Alors, ouais. Ce qui m'intéresse là, c'est de vous montrer pour ces douleurs neuropathiques, parce que je pense que ça peut vous aider. C'est une conférence de consensus qui est super mal connue, mais moi qui me sers 20 fois par jour. En gros, c'est les douleurs neuropathiques, soit elles sont localisées, soit par exemple la névralgie du trijumeau, par exemple en post-opératoire, un genou avec des douleurs neuropathiques, ou alors elles sont centrales ou elles sont vraiment très diffuses, par exemple un AVC. Et ben on sait que pour les douleurs localisées, la lidocaïne, ça marche. Vous pouvez soit prescrire des emplâtres, donc c'est des patchs de lidocaïne, ça s'appelle du Versatis. Attention, c'est remboursé que pour le Zona, et donc les pharmacies vont vous embêter, même si c'est dans cette conférence de consensus. Ou alors le TENS. Le TENS, franchement, ça peut être extraordinaire en traitement. C'est pas invasif. La seule contre-indication, c'est le pacemaker, mais ce n'est remboursé que si c'est un algologue qui le prescrit. Donc vous pouvez toujours le prescrire, mais le patient paiera intégralement le TENS. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que vous trouviez des kinés ou des infirmières qui sachent l'utiliser pour le montrer à votre patient. Sinon, il y a quand même un temps d'apprentissage. Nous, dans le service, on leur apprend pendant au moins 1 heure, voire parfois 2 heures en petit groupe.
La deuxième ligne, elle est réservée en intra-hospitalier, juste pour votre info. On met des patchs de capsaïcine, c'est des patchs de piment, où on fait de la toxine botulique, qui marche très bien. En fait, on fait plein d'injections tous les entre 2 et 5 centimètres sur la zone de douleur neuropathique, surtout quand il y a pas mal d'allodynie, donc des douleurs quand on touche alors que ça ne devrait pas faire mal. Ça marche très bien. Je passe juste aux douleurs centrales ou diffuses. Ça, c'est des molécules que vous pouvez utiliser en première intention pour tous les patients. Donc, vous choisissez. Quand vous utilisez un tricyclique, par exemple le Laroxyl, moi je le prescris à entre 10 et 20 gouttes. C'est une goutte égale 1 milligramme. C'est très intéressant parce que c'est très sédatif, donc ça améliore le sommeil des patients. La gabapentine, c'est le Neurontin. Il faut garder en tête qu'il faut au moins 1200 milligrammes pour que ce soit efficace. Et après, vous avez les IRSNA, donc duloxétine ou venlafaxine. Et regardez aussi les doses parce qu'en dessous, on sait que c'est pas efficace. Donc ça, c'est la première intention. Et vous remarquez que la gabapentine, elle est en première intention alors que la prégabaline, c'est-à-dire le Lyrica, est en seconde intention parce que toutes les études récentes montrent que la gabapentine fonctionne mieux que la prégabaline, contrairement à ce qu'on croyait au début. Vous avez aussi le tramadol et puis des associations de traitement. Et alors, pour en revenir aux opioïdes, parce que c'est le sujet qui nous intéresse, vous voyez que c'est la troisième ligne, opioïdes forts seuls ou en association. Donc, ils ont leur place dans la douleur neuropathique, même chronique, euh, mais après avoir utilisé tous ces autres traitements. Donc, il y a vraiment de quoi faire en amont. Voilà, je ne vous parle pas trop d'RTMS et de stimulation médulaire. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les RTMS, on n'en a pas beaucoup. Il y en a une à Naros, à la clinique Maëlys. Le problème, c'est que moi, j'essaie d'adresser mes patients et ils sont complètement saturés, donc Ouais. ils les récusent. Et la stimulation médulaire, bon, il y a des indications précises. On les fait implanter les patients à Bayonne, à Bordeaux, à Poitiers, et c'est tout. Pas chez nous. Voilà pour les traitements. Le sevrage. Alors, il y a deux choses à savoir. Je veux bien que vous connaissiez DOP et MOP. DOP, c'est pour les patients dopés, c'est les patients qui sont dépendants aux opioïdes. Qu'est-ce que ça veut dire une dépendance? Ça veut dire une tolérance. Tolérance, ça veut dire que au fur et à mesure, je suis obligée d'augmenter mes doses d'opioïdes pour avoir la même efficacité sur la douleur. Parce que si je reste à 20 mg de Skenan, par exemple, pendant 15 jours, ça va, un mois, ça va. Et puis au bout d'un mois, le patient vous dit, bah, j'ai de nouveau mal. Donc vous augmentez les doses, vous passez à 25. Et puis ça marche très bien pendant 15 jours. Et puis après, vous passez à 30, puis à 40, puis à 50. Et moi, j'ai vu un patient comme ça à 1500 mg par 24 heures. Et c'est complètement dramatique parce que la tolérance est toujours accompagnée de syndrome de sevrage. C'est-à-dire que si vous restez aux mêmes doses longtemps, non seulement le patient a mal, mais il ressent un manque. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ces patients-là, en fait, ils peuvent pas rester sous opioïdes parce ils auront de plus en plus de syndrome de sevrage au fur et à mesure, de plus en plus de doses nécessaires pour calmer leur douleur. Donc, comment on fait une décroissance? Il n'y a pas de conférence de consensus là-dessus. Moi, j'ai travaillé avec l'IGR, c'est comme ça qu'ils font et je suis un peu leur recommandation. Donc, vous imaginez un patient qui est sous Skénan, LP 30 matin et soir. Et vous avez un patient qui a des interdoses d'Actiskénan, 10 mg x 4 par jour. La première chose à faire, c'est de transférer les doses qui sont en libération immédiate vers les doses de LP. Pourquoi? Parce que les doses de LI sont les plus addictogènes. Donc vous prenez, là, vous avez 40 mg par jour d'actiskénan, ben, vous faites 20 en plus le matin, 20 en plus le soir. Votre patient, il passe sous skénan, 50 mg matin et soir. Vous restez quelques jours comme ça, et après, vous commencez la décroissance. Alors, les deux premières décroissances, vous diminuez de 10% pour une seule des doses. Vous allez voir, c'est hyper lent. Donc là, bah, vous passez à 40, et ça, vous proposez au patient, c'est lui qui choisit entre le matin et le soir, et il va vous dire, bon, bah là, c'est le matin, ok, donc vous diminuez à scanner 45 mg le matin et 50 mg le soir. Et vous attendez entre deux changements de dose, 7 à 15 jours, ça dépend des patients. Et après, vous allez baisser vraiment, voilà, très progressivement. Après, c'est même 5% des doses qui sont diminuées progressivement. Donc, vous voyez, là, vous en avez pour 6 mois, un an, avant que votre patient il soit sevré. À chaque fois que vous diminuez les doses, vous appelez votre patient à 48 heures, vous lui demandez d'appeler. Et
Ça, c'est des petits tips, mais qui sont intéressants. C'est que pour accompagner le sevrage, vous savez qu'il peut y avoir des diarrhées, des douleurs musculaires. Vous pouvez prescrire du thiocolchicoside et du spasfon. Voilà, ça aide les patients. Donc, on a fini avec le DOP. On va passer au MOP. Le MOP, c'est le mésusage aux opioïdes. Ça veut dire quoi, un mésusage? C'est-à-dire qu'on l'utilise pour une autre raison que la douleur. Parce que ça me permet de me sentir mieux, parce que ça me permet de mieux dormir, parce que c'est anxiolytique. Mais c'est pas les bonnes raisons. Parce que je plane. Et donc, en fait, pour évaluer le risque de mésusage, je vais utiliser deux échelles. Il y a l'échelle ORT et l'échelle POMI. Et je vous invite à les utiliser à chaque fois que vous prescrivez des opioïdes. Euh, Juste pour info, si vous avez un patient qui est MOP plus DOP, c'est-à-dire qu'il a un mésusage et qu'il est dépendant, vous l'adressez à l'addictologue, vous essayez pas de le sevrer en morphine, c'est en opioïde. Ça va mal se passer. Il va falloir le mettre sous méthadone. C'est pas des patients qu'on peut sevrer comme ça. Et c'est pareil, si vous êtes en difficulté avec un patient, vous adressez en addicto et il passe sous méthadone. Alors, ça, c'est l'échelle ORT. Donc, c'est risque de mésusage avant prescription d'un opioïde et vous devriez le faire avant tout opioïde, tramadol, codéine, morphine, etc. Donc, est-ce qu'il y a des antécédents familiales d'abus d'une substance, alcool, drogue? Est-ce qu'il y a des antécédents personnels? Est-ce qu'il y a des troubles de l'attention, troubles de bipolarité, troubles obsessionnels compulsifs, schizophrénie, dépression? Et est-ce qu'il y a des antécédents de violences sexuelles dans l'enfance? Et après, ça vous donne un score. Chaque croix compte pour un. Et un score supérieur à 7, c'est un risque qui est très élevé. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de prescrire des opioïdes. Ça veut dire qu'il va falloir être super vigilant et probablement limiter les doses rapidement. Ça, c'est l'ORT. Et après, tac, vous avez la POMI. C'est une fois que le patient il est sous opioïde, vous le revoyez 15 jours après et vous vérifiez que il n'a pas de mésusage. Donc là, vous avez encore une série de questions. Est-ce que vous avez pris des médicaments en quantité plus élevée que prescrite, plus souvent? Est-ce que vous avez fait renouveler votre ordonnance plus tôt que prévu? Est-ce que vous adorez la sensation de planer ou ressentir un effet stimulant, etc., etc. OK. Ça, c'est dans la fiche opioïde, donc vous pouvez l'utiliser facilement. Alors, je vais vous parler de tous les opioïdes, mais ça, c'est la diapo la plus importante. C'est qu'est-ce que je prescris entre la morphine et l'oxycodone? Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est de ne jamais prescrire d'oxycodone. Genre, il n'y a même pas d'exception, c'est jamais, jamais. Pourquoi? Parce que normalement, l'oxycodone est réservé aux douleurs en rotation des opioïdes pour des douleurs d'origine cancéreuse. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quasiment que les centres de cancérologie qui peuvent prescrire de l'oxycodone quand la morphine n'est pas suffisamment efficace, quand le patient a un cancer. Donc, c'est jamais en première intention et c'est vraiment des indications très précises. Et pourquoi on le réserve pour ces patients-là? Parce que ça a un potentiel addictif bien supérieur à la morphine, avec un effet de récompense beaucoup plus important. Et donc, c'est beaucoup plus addictogène que la morphine. Que par ailleurs, sa durée d'efficacité en forme LP n'est pas de 12 heures. Donc, au bout de 8 heures, les patients, ils ont besoin de leur dose. Donc, ils prennent plus de médicaments. Donc, ça génère encore plus de risques de mésusage, de dépendance. Et moi, je me souviens très bien quand j'étais interne, le laboratoire venait nous dire que c'était génial parce qu'il y avait une meilleure tolérance en gériatrie pour les personnes âgées, moins de nausées et vomissements, il y avait moins de toxines urinaires, donc on pouvait l'utiliser en cas d'insuffisance rénale. C'est faux. Il n'y a aucune étude qui vient montrer ça. Aucune. Zéro. Euh, Vous savez que c'est responsable de la crise des opioïdes aux USA, qu'on évalue à 500 000 morts. Je vous invite à regarder toutes les séries sur Netflix et autres, si vous connaissez pas bien le sujet. Très intéressant. Pour ceux que j'ai pas encore convaincus, j'espère que je vous ai convaincu d'arrêter d'utiliser l'oxycodone. D'ailleurs, on a arrêté de l'utiliser et au bloc et aux urgences. Pour les chauvins, l'actiskénan et le skénan est fabriqué en France. C'est de la morphine. La morphine, c'est un opioïde d'origine naturelle. L'oxycodone, c'est semi-synthétique comme l'héroïne.
Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est si C'est le c'est déjà bien. si l'actiskénan et le skénan, il faut savoir que depuis peu, vous avez des comprimés en 1 milligramme et en 2,5 milligrammes. Et pour info, on a décidé de pas changer les traitements des patients qui sont déjà sous oxycodone et bien équilibrés pour éviter de les déséquilibrer en passant à la morphine. Voilà, j'espère que je vous ai vraiment convaincu. Le tramadol, il a une action qu'on ne connaît pas très bien, mais qui est très intéressante. C'est une action mixte, c'est-à-dire que ça va agir sur les récepteurs morphiniques, mais ça va aussi agir sur les récepteurs IRSNA. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré dans le tableau des douleurs neuropathiques qu'il y avait deux médicaments IRSNA, c'était la duloxétine et la venlafaxine, qui sont donc des antidépresseurs. Et ben, le tramadol agit comme un IRSNA. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous pouvez le donner dans les douleurs nociplastiques, fibromyalgie, Covid long, les pseudo-maladies de Lyme, parce que ça peut être plus efficace que les autres traitements. Mais par cette activité-là, pas par l'activité morphinique. Attention, il y a 30% de mauvaise tolérance, beaucoup d'intolérances digestives pour le tramadol. Il y a surtout une augmentation de la mortalité par overdose, et c'est pour ça que maintenant, ça va être prescrit sur ordonnance sécurisée. Et c'est actuellement autorisé en France à partir de 3 ans, mais c'est depuis peu contre-indiqué en post-opératoire d'amygdalectomie parce il y a eu des morts par détresse respiratoire. Et c'est pareil pour la FDA, enfin les recommandations FDA de 2002, ils contre-indiquent carrément avant l'âge de 12 ans parce qu'ils ont eu pas mal de morts par détresse respiratoire à cause du tramadol chez les jeunes comme la codéine. Donc probablement dans quelques temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sera contre-indiqué, comme aux États-Unis. Alors qu'est-ce qu'on prescrit d'autre? La codéine. Il y a un truc à savoir pour la codéine, c'est que c'est transformé en morphine. C'est pas directement de la morphine, c'est transformé en morphine par le cytochrome P2D6. Or, il y a des caucasiens qui sont métaboliseurs rapides et d'autres qui n'ont pas du tout de cytochrome P2D6. Donc, certains patients vont être absolument pas répondeurs, donc il n'y aura pas de transformation, donc il n'y aura pas de morphine du tout, donc inefficacité totale. Et d'autres vont avoir une toxicité accrue parce qu'ils sont des métaboliseurs rapides. L'AMM est à partir de 12 ans. Si vous avez peur que si votre codéine n'est pas du tout efficace, peut-être sur un défaut de cytochrome, ben vous pouvez passer à l'opium parce que l'efficacité elle est indépendante du profil métabolique du patient. Voilà, c'est un topo qui est un peu fait pour les médecins. J'espère que j'ennuie pas trop les infirmiers, les kinés. Le fentanyl transcutané, il n'a pas de place en douleur non cancéreuse ou très peu. Et comme il n'a pas de métabolite actif, il peut être utilisé en cas d'insuffisance rénale. Le fentanyl transmuqueux, jamais, jamais, jamais. C'est terriblement addictogène. Et la méthadone, c'est prescrit en service spécialisé. Ici, ce qui est intéressant de noter pour la méthadone, c'est que maintenant, on l'utilise comme un autre opioïde pour les douleurs cancéreuses, pas juste en substitut aux opiacés. Donc voilà. Mais par contre, c'est un risque de détresse respiratoire important. C'est pour ça que c'est prescrit uniquement par le service d'addicto. Et la buprenorphine, alors ce qui est étonnant, c'est qu'on l'utilise très peu, voire jamais, mais ça peut être initié par tous les médecins. Et c'est pour les douleurs intenses, en particulier post-opératoires et les douleurs néoplasiques. Voilà, on arrive sur la fin. C'est ça. Bah, c'est très bien. Et donc, ça, c'est la fiche qui est faite pour les patients. Le but, c'est juste de l'imprimer, de leur donner systématiquement quand vous donnez des opioïdes. Alors, en quelques mots, vous avez ça, respectez bien la prescription, ne modifiez pas les doses, soyez très vigilants si vous devez conduire. Et après, j'énumère les signes de surdosage et les signes de sevrage. Donc, les signes de surdosage, c'est un rétrécissement des pupilles, donc c'est un myosis, des difficultés brutales à respirer, somnolence, perte de conscience. Et vous savez que les médecins peuvent prescrire de la naloxone en spray nasal. Aux États-Unis, tout le monde le prescrit, tout le monde en a partout de la naloxone. Et il faut aussi alerter sur le fait que l'alcool en association augmente le risque de coma et de détresse respiratoire. Et les signes de sevrage, vous les connaissez, mais peut-être vous avez un peu oublié. Donc, il y a nez et yeux qui coulent, donc c'est rhinorrhée.
et vous avez des diarrhées. Ça, c'est vraiment très important. Bon, la dilatation des pupilles, les sueurs, les crampes d'estomac, l'irritabilité, parce qu'ils sont super énervés, irritables, les bâillements aussi, la chair de poule, ça, c'est les premiers signes. Et les patients, ils vous disent, tiens, j'étais sous morphine, j'étais complètement constipé, puis d'un seul coup, j'ai eu la diarrhée. Ben, ça doit vous faire tilt, c'est un signe de sevrage. Et puis après, quand ça se prolonge, ça donne des contractures musculaires, hypertension artérielle, frissons, nausées, vomissements. Voilà. Et après, bon, on leur parle un peu du craving. À ce moment-là, informez votre médecin si vous le ressentez. Ne constituez pas des réserves, ne le donnez pas à vos enfants. Quand même bien. Laissez progressivement jusqu'à l'arrêt total, etc. Voilà, donc en fait, elle ressemble à ça, l'affiche. C'est 2 pages de recto verso. Et ça, c'est vraiment pour vous rappeler dans quelles indications et comment utiliser les opioïdes ou lequel privilégier. Et après, ça, c'est les échelles et l'affiche pour les patients. Voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Il y avait des questions dans le chat. Alors, Alors, le CLUD, c'est le comité de lutte contre la douleur. C'est une instance à l'hôpital qui est un peu transversale, où on a des médecins, des cadres, des infirmières, et où on essaie de mettre en place des projets plutôt hospitaliers, mais qui débordent de l'hôpital pour lutter contre la douleur. Donc on a fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, dans le cadre du CLUD, on a fait un petit film au bloc opératoire pour rassurer les patients qui vont se faire opérer. Et on vous le mettra en ligne pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de le regarder jusque-là. Et voilà, on met en place plein de projets. Puis si vous avez des idées, vous pouvez nous les soumettre. On peut tout à fait mettre en place des projets CLUD libéral, ville. On a des dosages LP adaptés pour la décroissance. Pas pour tous, pas, mais quasi. Pour du 2,5, vous n'aurez pas, mais pour du 5, oui, vous aurez. Sur du Scanan, par exemple. Merci beaucoup, mais je peux vous laisser. voilà. Oui, on n'a pas parlé de palier un, Donc, 2 et 3. Alors, on parle plus de paliers normalement. On parle plus de paliers, c'est pour ça que j'en avais pas parlé. On parle plus du type de douleur, mais personne ne connaît, donc je ne vais pas trop vous le décrire ici. En fait, les paliers, normalement, ils ont été élaborés genre dans les années 90, je crois, enfin il y a très longtemps, pour les douleurs d'origine cancéreuse et pas pour les autres douleurs. Et même maintenant, en cancéro, on les utilise quasiment plus. Bon, ça reste un peu partout dans les livres et vous en entendrez encore parler, mais théoriquement, on les utilise plus. Donc moi, je vais noter quelque chose. Et notre autocritique en tant que médecin, l'échelle ORT, est-ce que quelqu'un d'entre vous la connaissait avant ce jour? Voilà. il y a les médecins de Napoléon qui ont répondu, Oui. hein. Est-ce que les médecins de Napoléon le connaissaient ou pas? Je lis. Nous, on ne connaissait pas. Moi, personnellement, je ne connaissais pas. Eric, tu disais? Non, il a répondu non, Il a Eric. répondu, ah, genre, comme quoi on ne savait pas. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est le TANS, Peut-être. ouais, qu'on n'utilise pas pareil. C'est une alternative je pense qu'après, comme tu dis, il faut une équipe qui aille chez les Ouais. patients. Donc, on en revient à ce que je dis toujours, les équipes pluridisciplinaires, parce par exemple, on a besoin du pharmacien et même des infirmiers qui ont fait des prises de sang pour les insuffisances rénales, parce que le docteur ne regarde pas toujours les filtrations rénales, il faut le dire, n'ayant pas peur de le dire. Alors ça, c'est le médecin chiant. Moi, j'aime pas trop donner le Cymbalta. J'ai beaucoup d'effets secondaires. Tout Le c'est Cymbalta, ouais, le la Duxétine. duloxétine. Voilà. Je ne sais même pas s'il n'est pas dans la liste noire de prescrire. Peut-être Eric va nous le dire. Il est lecteur émérite. Non, il n'y est pas. C'est un bon médicament. Moi, je préfère son cousin, la venlafaxine, parce Effectivement. que l'Effexor, parce qu'il y a une activité anxiolytique de la venlafaxine, que c'est souvent mieux toléré. Mais quand vous regardez dans les études, c'est toujours évalué à partir de la duloxétine. Donc, c'est un peu par extrapolation. Je me dis que la venlafaxine, qui est son cousin, devrait fonctionner aussi bien que la duloxétine. Et effectivement, je trouve qu'il est un peu mieux toléré.
faut bien augmenter les doses. Avant, je mettais que du 75 LP. En fait, faut mettre du 150 pour que ce soit efficace. Donc, il faut monter progressivement les doses. Ça, c'est ce qu'on a un peu peur. Enfin, moi, personnellement, j'ai peur de monter l'effecteur des fois à 150. Alors, et juste, et ça se prescrit matin et midi. Ça se Ah, prescrit quand vous faites du 150, par exemple, ou du 75 plus 37,5, vous faites matin et midi. d'accord. Il fut une époque où le Rivotril existait. Toi, Non, tu n'utilises plus, ça aucune c'était plus. efficacité sur la douleur dans toutes les études. D'accord. Rien. C'est mon écriture. Je reviens au rôle du médecin. Ça, si, Pierre-Marie, au niveau des. Parce que vous nous appelez souvent pour les ordonnances sécurisées, est-ce qu'il vous arrive de faire de chercher du mésusage? La question piège. Bah oui, évidemment, hein, ça, on peut pas dire qu'on n'a pas de prescriptions qui sont bizarres, quoi. On en a. Globalement, tout va bien, mais on a quand même quelques médecins, ils sont pas nombreux, qui ont la main un peu lourde, on va dire, sur certaines. Bon, plus maintenant. Hein, ça a été les dernières années. Bon, je donnerai pas de nom, mais il y en a certains qui avaient vraiment la main très très lourde. Et là, ça va mieux. Oui, Ah oui. c'est monté très Sur haut. l'hôpital, on avait beaucoup de sorties de tramadol également sur les urgences. Je l'avais signalé d'ailleurs. Et du coup, ça va mieux aussi, j'ai l'impression. Parce que bon, systématiquement, le patient qui sortait, enfin, dès que c'était traumato, c'était tramadol, quoi. Donc, du coup, Nous, on a beaucoup de tramadol qui sort des urgences. Tramadol et kétoprophène, c'est le à l'époque, on principe. n'avait pas de boîte Hmm. de 10. Maintenant, on a des boîtes de 10 qui permettent d'améliorer les choses. Donc, avec que les boîtes de 30, il partait avec sa boîte de 30 de tramadol. Donc, ça, c'était pas cool. Là, ça va mieux. Bon, globalement, ça s'améliore. Néanmoins, j'ai trouvé la formation très intéressante. Je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de monde. J'espère qu'on pourra la rediffuser. Et que voilà, je pense que ce genre de formation, elle mérite d'être faite très très largement, quoi. Ça améliorerait les pratiques. Hein. Alors moi, j'ai juste un petit détail, c'est que sur les décroissances, hein, on a parlé de décroissance de dose tout à l'heure. Effectivement, on a parlé donc de doses à libération prolongée. Il se trouve que nous, en pharmacie, les doses à libération prolongée, on ne peut pas gérer la dose à 5. Ah Par exemple, oui. le 45, on ne sait pas le gérer. On a du 10, du 30 et du 60. Donc, avec du 10, du 30 ou du 60, on peut faire que des multiples de 10. Par Mhm. contre, on a des doses immédiates, comme vous disiez, en actiskénan, on a du 2,5, du 5, mais c'est des doses immédiates. Donc, si c'est des doses LP, on peut faire que 10, 20, 30, 40. Alors, c'est pareil, c'est également valable pour le moscontin. Alors honnêtement, c'est pas la partie que je connais le mieux parce que c'est les addictologues qui font ça. Et je me suis renseignée auprès de l'IGR parce que justement, je suis un peu limite. On en fait très peu. Vous avez rien en morphine LP qui soit En en morphine 5 LP, ou on a du 10,5? 10, 30 et 60. Attends, je suis en train de regarder le moscontin, je vérifie. Le moscontin, c'est pareil, c'est 10, 30, 60. Il n'y a pas de dosage à 5. Ça, c'est un petit souci. Ouais, c'est un problème, ouais. Ouais. Mais alors, dans ce cas-là, il faudrait faire une. Ce qui se fait pas, on va pas donner sur la même dose une dose à libération prolongée et une Non, dose immédiate. Ça se fait pas. non. Je vais reprendre contact avec l'IGR pour leur demander comment ils font. Ouais, ouais, ça serait intéressant de le savoir. Ouais. Ouais. Hmm. Voilà. Mais sinon, bravo, c'est très bien. Avec plaisir. Après, bon, là, on va discuter, mais c'est vrai que dans les co-prescriptions, je pense que si on regarde beaucoup d'ordonnances, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de choses qu'on ne doit pas faire qui est fait. Ce sera peut-être l'occasion avec, alors là, c'est le médecin qui parle, avec les futures consultations, bilan médicamenteux qui vont être rémunérés à partir de décembre. Il faudra travailler sur ça. Il y a des consultations longues qui sont faites pour Ouais, des c'est bilans certain médicamenteux. Ça sera a très important à on a faire. un paquet de personnes âgées Et les benzos, beaucoup de benzos. Il y a, on a un paquet de personnes âgées qui prennent du tramadol ou de la codéine avec des benzos. Ça, ouais. Ah, c'est hyper ça fréquent. Hyper fréquent. on va regarder ça. Après, Voilà. moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de privilégier, quand vous pouvez, des traitements locaux.
Et moi, j'adore le TENS pour ça. J'adore les emplattes de lidocaïne. J'adore même vous pouvez demander des préparations pharmaceutiques de lidocaïne sur des douleurs neuropathiques, hein. Parfois, ça marche super bien et ça évite des traitements généraux pour les patients, hein. Ouais, mais le problème, c'est le remboursement. Et les La assaisonnements sont préparation, elle obligés. sera pas remboursée. Le Versatis, la Sécu fait la guerre aux médecins sur le Versatis. Ils vont bientôt leur demander de justifier les prescriptions. Voilà, c'est pas logique tout ça. C'est pas du tout logique. Ils se battent, la SFETD se bat depuis des années pour que ce soit remboursé, hein. C'est dans nos recommandations en première intention sur la douleur neuropathique, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas remboursé, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les infirmières qui diagnostiquent souvent le d'usage? Non, c'est hyper intéressant parce que nous, on voit beaucoup tous ces traitements arriver en force, hein, en post-opératoire. Les gens, ils arrivent, ils sont opérés, ils sont là le soir ou le lendemain, et ils ont la totale. Ils ont le paracétamol, ils ont les opioïdes, le tramadol. Enfin, des fois, c'est vraiment, c'est flippant, hein. Et Ils ont du tramadol et de la morphine? ah oui, oui, ils ont une prescription et ils doivent, eux-mêmes, ils doivent commencer par, voilà, ils doivent, par rapport à leur échelle de douleur, commencer par ça. Si ça suffit pas, faire ça. Mais c'est vrai que des fois, nous, on se rend compte qu'ils font n'importe quoi. Quand ils ont mal, ils prennent. Donc, voilà. Mais c'est vrai Alors, que j'ai c'est trouvé hyper intéressant ce que vous dites intéressant. et je pense que ça se travaille au CLUD avec les chirurgiens justement pour que Alors, quand c'est ils pas sortent. forcément de l'hôpital de Dax. C'est pas Ah, forcément de là. On est bon, nous. non, 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 on est bon. Mais, c'est vrai que ouais, ceux qui arrivent de Bayonne, hein, par là, hein, voilà, il y en a plusieurs, hein. C'est vrai qu'ils ont généralement des prescriptions, mais c'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Et après, alors des fois, il y a des méfiants qui vont pas prendre parce qu'ils ont peur d'avoir quelque chose. Donc, ils se retrouvent avec des stocks, ils savent pas quoi en faire. Et puis à côté de ça, il y a ceux qui, oh ben, ils me l'ont prescrit, je vais quand même respecter les horaires, ou à peu près, mais ils prennent tout en même temps, quoi. C'est, ouais, Oui, et c'est là l'importance de la réévaluation ouais, à 48 heures, 60, à tout à fait. 72 heures par le médecin traitant. Mm. Quand il arrive, souvent c'est patient à domicile quand on ne va pas les voir, parce qu'on n'a pas le temps. Et c'est vrai que c'est une histoire d'organisation qui est assez complexe, mais nécessaire. Mm. Marie. Ouais, Pierre-Marie, juste 2 secondes. Je ne sais pas ce que tu en penses, André, mais ça sera très, très intéressant dans les années à venir d'envisager, je sais pas, un groupe de travail ou une filière pour justement pour faciliter l'adressage des patients qui sont un peu accros, quoi, qui sont surdosés, parce que on a des médecins généralistes, certains qui savent pas trop quoi en faire. Alors, une fois de plus, je donnerai pas les noms, mais on se refile la patate de l'un à l'autre. Le patient, il est en nomadisme. Alors, il va à l'hôpital, mais on lui prend rendez-vous, mais il y va pas parce que ça le fait chier d'aller à l'hôpital et du coup, il préfère prendre sa morphine plutôt que de se faire sevrer, tu vois. Et on se retrouve, voilà. Oui, c'est ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Donc c'est vrai que c'est quelque chose Et mais on qui met doit en être place vu. les bonnes pratiques. Ouais, mais à tous Ça, les c'est échelles, hein, pour au niveau de la faciliter. délivrance, au niveau de la prescription, au niveau de l'observance. Et on parle pas, C'est on ça. parle de quelques kinés, mais c'est vrai que les kinés le voient aussi. Ils nous disent quand le patient est douloureux, qui fait un peu n'importe quoi, c'est ceux qui ils les voient 3 fois par semaine, les infirmières les voient plusieurs fois par Ça semaine. serait C'est vrai super que bien. on a besoin de ce relais et le fait de sensibiliser tout le monde permet de savoir Voilà. ce qui se fait vraiment sur le terrain. Et on C'est a parlé surtout, de il faut. l'alcool, mais on n'a pas parlé du shit, tout ce qui est autre drogue que les gens. Parce que là, le bébé derrière. Alors, plusieurs questions dans le chat. Alors, je ne sais pas si c'est une question, docteur Ferrier. On voit un bon effet du TENS chez les patients que vous suivez? C'est une flatterie, une flatterie. Là, c'est une question ou pas, je ne sais pas. Non, je vois de plus en plus de TENS qui sont marqués justement par le centre antidouleur et je trouve que ça a une bonne efficacité. En plus, c'est vraiment bien expliqué. Je pense qu'effectivement, vous leur faites une formation. Enfin, voilà, ils sont. Moi, j'ai 3 patients qui ont arrêté, on va dire, tous les autres traitements et qui font plus qu'avec le TENS. Et ils en sont très contents, quoi. Ouais. Parfois, parfois c'est miraculeux, Ah parfois ouais, c'est moi, moins bien, hein. Mais il y a des patients, notamment pour des lombalgies, ou, pour qui on a des résultats assez incroyables. ah Et ouais. juste un truc là, moi que j'ai découvert depuis plusieurs mois, je vous invite à avoir un site qui s'appelle triggerpoints.net.
Parce que là, moi, une révélation. C'est le syndrome myofascial. La grande majorité des patients qui nous sont adressés, c'est un problème de relaxation. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est ça le secret. Mais d'ailleurs, vous, ça vous arrive jamais d'être comme ça, d'avoir les épaules comme ça, d'avoir mal au Ah cervical? oui, si, moi, ça. Et ben, les patients, c'est ça, mais comme ils ont des contractures musculaires permanentes, ça finit par générer des douleurs épouvantables. Et la grande majorité, maintenant, je fais plus de gestes interventionnels, je fais de la relaxation. Et au bout de 4 à 6 mois, je trouve qu'on a des résultats incroyables. Voilà, ça c'est On mettra le... ma nouvelle analyse. En Et, tant ah, pardon. que kiné, je peux juste rebondir sur le TENS. Il y a deux choses à domicile. Dès que ça a été prescrit par le centre antidouleur, d'une, c'est efficace. Deux, ça leur permet de faire quelque chose et de se sentir actif dans leur traitement de la douleur. Par contre, ce qui est important pour avoir, avant de travailler dans un cabinet, très souvent, les patients ont l'impression que le TENS ne sert strictement à rien, c'est juste pour rester un peu plus longtemps chez le kiné. Et c'est là où le discours des médecins lors des prescriptions est important aussi, et de donner vraiment ce discours aux patients, même s'ils pensent qu'ils perdent leur temps à ce moment-là. Ben, moi, ce que je vois comme limite, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'est que vous pouvez le faire que ponctuellement, une, deux, trois fois par semaine, alors que si tu veux avoir une efficacité du TENS, ce serait bien qu'il l'ait tous les jours, au moins une demi-heure. Alors moi, à domicile, ils l'ont tous les jours, puisque ce sont des gens qui ne se déplacent pas, et c'est le centre antidouleur qui leur a prescrit, et du coup c'est remboursé, ils sont autonomes dessus. Donc moi Ok. aujourd'hui, dans ma pratique quotidienne, c'est un plus quand les patients l'ont. Voilà. Après, en cabinet, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que c'est déjà quelqu'un, s'il va en cabinet, c'est qu'il est actif. Donc le surnom Belgique, de venir 5 fois par semaine chez le kiné, c'est compliqué. Et ensuite, on est toujours pareil sur des remboursements de la CPM, il va faire qu'une séance par jour. Il va pas en faire quatre. Oui, ouais, tout à fait. Merci. Et dans quel cadre il y a une Oui, question? une autre question de Céline Dalloz. Dans quel cadre prescrit-on la naloxone intranasale? C'est en cas de surdosage en opioïdes et c'est un antidote qui permet d'avoir une réversibilité quasi immédiate. Et en fait, ça peut se prescrire quand vous avez un patient qui a pas mal d'opioïdes. Ça peut se prescrire si vous avez un peu peur ou vous avez peur qu'il fasse n'importe quoi, vous avez peur qu'il en prenne trop, il a déjà fait un surdosage. Et ben, vous pouvez très bien lui prescrire de la naloxone en intranasal en lui disant bah, si vous voyez des signes de surdosage, clac, clac, vous faites 2 bouffées de naloxone et ça permet tout de suite de se sentir mieux, de retrouver une fréquence respiratoire normale, d'arrêter de somnoler. Voilà, c'est quand vous imaginez que le patient il a un risque de surdosage ou un insuffisant rénal ou vous voyez. D'accord. Et est-ce qu'il y a enfin, parce que du coup, effectivement, dans les surdosages aigus, ok, mais c'est plus enfin, quand on lui met sur son ordonnance, maintenant qu'on fait plus de différence, du coup, opioïdes faibles, opioïdes forts, est-ce que ça se met potentiellement avec du tramadol ou il est quand même pas censé dépasser Oui, ses... bien sûr. Il y a une augmentation de la mortalité par surdosage de tramadol. C'est pour ça qu'on en arrive aux ordonnances sécurisées aujourd'hui. Donc oui, ça peut tout à fait se prescrire pour du tramadol. Quasi à tout le monde qui a un opioïde, ou vraiment toutes les personnes qui ont un opioïde et un facteur de risque comme l'insuffisance rénale, ou Ou personnes est-ce que non, âgées, c'est ou, jamais euh, prescrit ou encore des jeunes. dessus. Ouais. Enfin, c'est Ouais, relativement c'est pas une obligation, c'est dans les recommandations, c'est possible. Mais effectivement, moi, je ne le donnerai pas à tout le monde, je sélectionnerai les patients qui ont des facteurs de risque. ok. Merci. Bon, c'est l'heure de... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Isabelle, en tant qu'infirmière azalée, va utiliser plus ORT et POMI, on ne le savait pas. Mhm. Donc, bon, on va terminer. Je pense que les consultations vont commencer pour tout le monde en 5 minutes, notamment. Bon, Euh, merci encore. Merci oui. Le mot beaucoup. de la fin. Oui, ben, on mettra en ligne le support de présentation sera mis en ligne sur Plexus et je ferai en sorte que chacun puisse avoir accès à ce support de présentation et également à l'affiche avec toutes les informations qu'il faut, les échelles et le fascicule à donner aux patients. Et le Voilà. film du bloc Et le opératoire film, pour les oui. patients. Alors, C'est vrai. il y a quelqu'un qui ressemble un peu, enfin, il y a deux personnes qui Oui, se ressemblent, vous verrez. toute ressemblance est fortuite. Il ne faut pas spoiler. Bon, En tout cas, merci merci à beaucoup. tous. Merci Merci beaucoup, Elodie. Elodie. Merci C'est beaucoup. pour Merci à tous. Merci. Bon après-midi à Bon tous. après-midi. Merci. Bon Au après-midi.